Le soir brumeux du 15 novembre 1991, l'agent de police Amélie Dubois, une officière dévouée de 27 ans du service de police de la communauté urbaine de Lyon, disparut sans laisser de traces pendant ce qui aurait dû être une patrouille de routine dans le quartier industriel de Vénissieux, une zone connue pour ses problèmes de trafic de drogue et ses tensions sociales croissantes. Amélie travaillait pour le département depuis 4 ans, s'étant forgé une réputation comme l'une des policières les plus respectées et les plus impliquées dans la communauté. Reconnue pour sa capacité exceptionnelle à établir des relations de confiance avec les habitants des quartiers difficiles, grâce à son approche empathique et son engagement sincère envers la justice sociale. Ce soir-là, elle patrouillait sur sa motocyclette de service, une BMW R 1100 RT blanche et bleue, spécialement équipée pour les patrouilles urbaines, avec les dernières technologies de communication disponibles en 1991. Suivant son itinéraire habituel, qui l'amenait à travers les cités HLM et les zones industrielles, où les activités criminelles et les tensions communautaires nécessitaient une présence policière constante et attentive. Selon les registres de dispatch, la dernière communication radio d'Amélie eut lieu à 21h34, lorsqu'elle signala sa position près du boulevard Laurent-Bonnevet, approximativement à 3 km du commissariat, et indiqua qu'elle effectuait un contrôle de routine sur un véhicule suspect, garé près d'un entrepôt abandonné. Sa voix était calme et professionnelle, ne montrant aucun signe de détresse ou d'inquiétude, et elle suivit le protocole standard en fournissant le numéro de plaque d'immatriculation et en demandant une vérification des antécédents du propriétaire enregistré. Cependant, lorsque le central tenta de contacter Amélie pour son check-in programmé de 22h ans, sa radio resta silencieuse et les tentatives répétées de la joindre pendant toute la nuit ne donnèrent aucun résultat. Le système de localisation rudimentaire de sa motocyclette de service montrait que le véhicule avait cessé de transmettre des données de position à 21h39, seulement 5 minutes après sa dernière communication, dans une zone connue pour sa mauvaise réception radio et les interférences électroniques fréquentes des installations industrielles environnantes. Quand Amélie ne revint pas au commissariat à la fin de son service et ne répondit pas à son téléphone personnel, le brigadier-chef Michel Rousseau initia immédiatement une opération de recherche, craignant qu'elle ait pu être blessée dans un accident de moto ou attaquée pendant ce qui semblait initialement être un contrôle de routine. Avant de continuer cette histoire, dites-nous en commentaire de quel pays et ville vous écoutez cette histoire. L'opération de recherche initiale, coordonnée par le commissaire principal Robert Lemaire de la police nationale, mobilisa toutes les ressources disponibles dans la région lyonnaise, incluant des unités d'hélicoptères équipées de caméras thermiques, des équipes de cynophiles spécialisées dans les opérations de recherche et sauvetage, et des dizaines d'agents de police qui se portèrent volontaires pour effectuer des heures supplémentaires afin d'aider à retrouver leurs collègues disparus. La recherche commença près du boulevard Laurent-Bonnevet, où la dernière transmission d'Amélie avait eu lieu, avec des équipes fouillant méthodiquement le terrain urbain et industriel des deux côtés du boulevard, cherchant tout signe d'Amélie, de sa motocyclette de service, ou des preuves de ce qui aurait pu se passer pendant ces 5 minutes cruciales où son signal de localisation s'était éteint. Le paysage industriel de Vénissieux présentait des défis significatifs pour les équipes de recherche, avec ses nombreux entrepôts abandonnés, ses terrains vagues envahis par la végétation, et ses réseaux complexes de routes de service et de voies ferrées, qui pouvaient potentiellement cacher une motocyclette ou fournir des routes d'évasion pour quiconque aurait pu faire du mal à Amélie. Après 5 jours de recherche intensive, les enquêteurs trouvèrent la motocyclette de service d'Amélie, une BMW R 1100 RT blanche et bleue, soigneusement cachée dans un entrepôt désaffecté appartenant à une entreprise de métallurgie qui avait fait faillite 2 ans auparavant, située approximativement à 1,5 km de sa dernière position connue. La motocyclette était en parfait état mécanique sans signe de dommage d'accident, mais la découverte souleva plus de questions qu'elle n'apporta de réponses. Le véhicule avait été soigneusement positionné pour éviter la détection. Les clés étaient manquantes, et tout l'équipement personnel d'Amélie, incluant son arme de service, sa radio et son carnet de contravention, avait été retiré de la moto. Plus troublant encore, la motocyclette avait été minutieusement nettoyée
avec des produits chimiques industriels, éliminant toute preuve ADN potentielle ou empreinte digitale qui aurait pu indiquer qui avait touché le véhicule ou ce qui était arrivé à Amélie. Les seuls objets laissés avec la motocyclette étaient son casque, qui avait été soigneusement placé sur le siège, et son carnet de notes, qui contenait le numéro de plaque d'immatriculation partielle qu'elle avait signalé par radio lors de sa transmission finale. Cette découverte transforma l'affaire d'un potentiel accident de moto ou urgence médicale en une enquête criminelle, avec la police judiciaire de Lyon prenant en charge l'investigation en raison des implications fédérales d'une attaque contre un agent des forces de l'ordre et de la possibilité que la disparition d'Amélie soit liée à une activité criminelle organisée dans la région. 7 années passèrent sans percée significative dans l'affaire, période pendant laquelle la disparition d'Amélie devint l'un des mystères non résolus les plus troublants de l'histoire de la police lyonnaise, hantant ses collègues, sa famille et la communauté qu'elle avait servie avec tant de dévouement. Les parents d'Amélie, Jean-Pierre et Marie Dubois, retraités de la région parisienne qui avaient déménagé à Lyon pour être plus proches de leur fille, maintinrent une veille dans leur modeste appartement, gardant la chambre d'Amélie exactement comme elle l'avait laissée, et organisant des services commémoratifs annuels à l'église Saint-Nizier, où elle avait été bénévole active. Ses collègues du service de police établirent le Fonds mémorial Amélie Dubois pour soutenir les familles des agents des forces de l'ordre tués ou portés disparus dans l'exercice de leurs fonctions, tout en continuant à enquêter sur les pistes et à suivre les indices qui arrivaient de toute la France. L'inspecteur principal François Moreau, qui avait été assigné comme enquêteur principal sur l'affaire, devint personnellement obsédé par la recherche d'Amélie, passant son temps libre et ses propres ressources à poursuivre toutes les pistes possibles, interviewer des témoins potentiels et explorer des théories sur ce qui aurait pu lui arriver ce soir brumeux de novembre. L'affaire attira l'attention des médias nationaux, de documentaires sur les crimes, et d'enquêteurs amateurs qui étaient fascinés par les circonstances mystérieuses de la disparition d'Amélie et le manque de preuves physiques, malgré les recherches extensives de la zone. En octobre 1998, exactement 7 ans après la disparition d'Amélie, l'affaire prit un tournant dramatique lorsqu'un groupe d'étudiants en archéologie de l'Université Lyon 2, qui menait une étude de terrain sur les sites industriels historiques de la région, fit une découverte qui fournirait finalement des réponses à certaines des questions qui avaient plagué les enquêteurs pendant des années. Pendant qu'ils examinaient les vestiges d'une ancienne usine de textile dans une zone industrielle désaffectée de Vénissieux, les étudiants découvrirent ce qui semblait être un camp de fortune caché dans un système de tunnels souterrains qui avait été creusé sous l'usine pendant la Seconde Guerre mondiale et utilisé comme abri anti-aérien par les ouvriers locaux. Les tunnels contenaient des sacs de couchage, de l'équipement de camping et, plus significativement, une collection d'objets personnels qui incluait l'arme de service d'Amélie, son badge, sa radio et d'autres équipements qui avaient disparu de sa motocyclette, accompagnés de journaux détaillés et de photographies qui révélaient la vérité troublante sur ce qui était arrivé à l'agent dévoué. Le contenu des tunnels dépeignait un tableau horrifiant des dernières semaines de vie d'Amélie, révélant qu'elle avait été retenue captive par un groupe de militants d'extrême droite qui opéraient dans les zones industrielles reculées de la région lyonnaise depuis plus d'une décennie, vivant complètement hors réseau et se soutenant par le trafic de drogue, la contrebande d'armes et des raids périodiques sur des maisons et commerces isolés. Les journaux trouvés dans les tunnels, écrits de la main distinctive d'Amélie, documentaient ses 28 jours de captivité, pendant lesquels elle avait été forcée de fournir des informations sur les itinéraires de patrouille de la police, les procédures de communication et les opérations policières planifiées dans la région. Les entrées révélaient qu'Amélie avait été torturée physiquement et psychologiquement par ses ravisseurs, qui avaient menacé de tuer sa famille si elle ne coopérait pas avec leurs demandes d'informations sur les activités policières. Malgré l'extrême détresse sous laquelle elle se trouvait, Amélie avait réussi à maintenir des registres détaillés des activités de ses ravisseurs, leurs descriptions physiques, leurs armes et leurs plans pour de futures activités criminelles, transformant son journal en un rapport de renseignement complet qui se révélerait plus tard inestimable pour les agences de maintien de l'ordre.
Les photographies trouvées dans les tunnels montraient Amélie à différents stades de détérioration physique, documentant les abus qu'elle avait subis aux mains de ses ravisseurs, mais révélant aussi sa force incroyable et sa détermination à survivre et à rassembler des preuves contre les personnes qui l'avaient enlevée. Les entrées du journal devinrent de plus en plus désespérées au fil des jours. Amélie écrivant sur sa peur croissante que ses ravisseurs prévoyaient de la tuer une fois qu'ils auraient extrait toutes les informations dont ils avaient besoin de sa connaissance des procédures policières et des horaires de patrouille. L'entrée finale du journal, datée du 12 décembre 1991, exactement 28 jours après sa disparition, décrivait qu'elle entendait ses ravisseurs discuter de plans pour déplacer leur opération vers un endroit différent et l'éliminer comme témoin potentiel de leur crime. Les tunnels contenaient aussi des preuves d'une lutte, avec des taches de sang sur les murs et le sol, des douilles de munitions usagées et des signes qu'Amélie s'était battue désespérément pour sa vie avant d'être maîtrisée par ses ravisseurs. Cependant, malgré les preuves extensives de violence, le corps d'Amélie ne fut pas trouvé dans les tunnels, amenant les enquêteurs à croire que ses ravisseurs avaient disposé de ses restes ailleurs, dans la vaste zone industrielle de la région lyonnaise. La découverte des effets personnels d'Amélie et de son journal mena à la chasse à l'homme la plus intensive de l'histoire de la région Rhône-Alpes, avec des agents fédéraux, la police d'État et les agences de maintien de l'ordre local, coordonnant leurs efforts pour identifier et appréhender les membres du groupe militant, responsables de l'enlèvement et du meurtre d'Amélie. Les descriptions détaillées qu'Amélie avait fournies dans son journal, combinées avec les preuves médico-légales récupérées dans les tunnels, permirent aux enquêteurs de développer des portraits robots de ses ravisseurs et d'identifier plusieurs suspects qui avaient vécu dans les zones industrielles reculées de la région lyonnaise pendant des années. L'enquête révéla que le groupe était dirigé par Philippe Mercier, un ancien militaire de 44 ans qui avait été renvoyé de l'armée française en 1983 et était devenu de plus en plus paranoïaque et anti-gouvernemental dans ses croyances, établissant finalement un compound militant dans les zones industrielles où il recruta d'autres individus désaffectés pour rejoindre son organisation criminelle. Mercier et ses disciples avaient été responsables d'une série de crimes non résolus à travers la région lyonnaise, incluant des vols à main armée, des opérations de trafic de drogue et au moins 2 autres disparitions d'agents des forces de l'ordre et de civils qui étaient tombés sur leurs activités dans les zones industrielles. La chasse à l'homme pour Mercier et son groupe dura 4 mois, avec des équipes de recherche utilisant des hélicoptères, des chiens pisteurs et de l'équipement de surveillance de grade militaire pour fouiller le terrain industriel complexe à la recherche de tout signe des fugitifs. La poursuite se termina violemment en mars 1999, lorsque les agents fédéraux localisèrent le nouveau refuge du groupe, dans une zone reculée d'un complexe industriel désaffecté près de Saint-Étienne, menant à un échange de tirs de 3 heures qui résulta en la mort de Mercier et de 2 de ses disciples, tandis que 3 autres membres du groupe furent capturés vivants. Pendant la fouille du refuge final du groupe, les enquêteurs découvrirent des preuves supplémentaires de leurs crimes, incluant des armes, des drogues et des effets personnels appartenant à plusieurs personnes portées disparues de toute la région Rhône-Alpes, confirmant qu'Amélie Dubois avait été juste une des nombreuses victimes de cette dangereuse organisation criminelle. Les membres survivants du groupe furent inculpés de multiples chefs d'accusation de meurtre, d'enlèvement et de racket, et tous 3 furent finalement condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, malgré les interrogatoires intensifs et les fouilles de multiples locations, l'emplacement exact des restes d'Amélie ne fut jamais déterminé, laissant sa famille sans la clôture qu'elle cherchait désespérément. Le procès des membres survivants du groupe militant de Philippe Mercier devint un cas marquant dans l'application de la loi française, révélant l'étendue des activités de l'organisation criminelle et les méthodes sophistiquées qu'ils avaient utilisées pour éviter la détection pendant plus d'1 décennie, tout en opérant dans certaines des zones les plus reculées et inaccessibles de la région lyonnaise. L'accusation, menée par le procureur de la République Patricia Lefebvre, présenta des preuves accablantes des crimes du groupe, incluant les entrées du journal d'Amélie, des preuves médico-légales de multiples scènes de crimes, et le témoignage de survivants d'autres attaques qui avaient réussi à s'échapper des divers refuges du groupe au fil des ans.
Les tentatives des accusés de prétendre que leurs actions étaient justifiées par leurs croyances anti-gouvernementales et leur droit de vivre libre de l'interférence gouvernementale furent rapidement rejetées par la Cour, qui trouva que leurs activités criminelles n'avaient rien à voir avec des croyances politiques, et tout à voir avec l'avidité, la violence et un mépris complet pour la vie humaine. Le procès révéla aussi le réseau sophistiqué de surveillance et de communication que Mercier avait établi pour surveiller les activités des forces de l'ordre dans la région, incluant l'utilisation de scanners de police, de caméras cachées et d'informateurs qui fournissaient des informations sur les horaires de patrouille et les opérations planifiées. Ce réseau de renseignements avait permis au groupe d'éviter la détection pendant des années, tout en continuant à commettre des crimes à travers la région lyonnaise, et avait directement contribué à la capture d'Amélie lorsqu'elle avait conduit sa motocyclette sans le savoir dans une zone où le groupe avait établi une embuscade spécifiquement conçue pour cibler les agents des forces de l'ordre. Le témoignage des membres survivants du groupe, donné en échange de peines légèrement réduites, fournit aux enquêteurs des informations détaillées sur les activités criminelles du groupe et confirma qu'Amélie avait été torturée et tuée à cause de son refus de fournir des informations qui auraient compromis la sécurité de ses collègues agents et des communautés qu'elle avait juré de protéger. La condamnation des disciples de Mercier fournit une certaine mesure de justice pour la famille et les collègues d'Amélie, mais la connaissance qu'elle était morte en défendant ses principes et en protégeant les autres ne fit qu'ajouter à la tragédie de sa perte. La résolution du cas d'Amélie Dubois eut des implications profondes pour la formation des forces de l'ordre, les protocoles de sécurité en milieu urbain et la protection des agents travaillant dans des zones reculées, où les renforts pourraient être à des heures de distance et les systèmes de communication pourraient être peu fiables. La police nationale française implémenta de nouvelles procédures de sécurité, exigeant que les agents en patrouille solo sur motocyclette, dans des zones reculées, s'enregistrent plus fréquemment, portent des dispositifs de communication supplémentaires et suivent des protocoles spécifiques lors de contrôles de circulation ou d'enquêtes sur des activités suspectes dans des lieux industriels isolés. L'Association française des motards de police utilisa le cas d'Amélie comme fondation pour de nouveaux programmes de formation qui enseignaient aux agents comment reconnaître et répondre aux menaces de groupes criminels organisés, opérant dans des zones reculées, tout en soulignant l'importance de maintenir des registres détaillés et de laisser des pistes de preuves qui pourraient aider les enquêteurs si un agent était tué ou capturé. Le journal d'Amélie, qui avait fourni des preuves cruciales dans la poursuite de ces tueurs, devint un outil pédagogique pour les académies de police à travers la France, démontrant comment le dévouement aux devoirs d'un agent et l'attention aux détails pouvaient aider à résoudre leurs propres affaires et amener leurs tueurs devant la justice même d'outre-tombe. Le centre de formation Mémorial Amélie Dubois, établi avec des fonds levés par les agences de maintien de l'ordre à travers la France, fournit une formation spécialisée pour les agents travaillant dans des zones reculées et à haut risque, enseignant des techniques de survie, de résistance aux techniques d'interrogatoire et des méthodes pour rassembler des renseignements sous la contrainte. Le centre servit aussi comme installation de recherche pour étudier les tactiques et comportements des organisations criminelles qui ciblent les agents des forces de l'ordre, aidant à développer des contre-mesures et des stratégies de protection qui pourraient prévenir de futures tragédies. L'histoire d'Amélie devint une inspiration pour les agents des forces de l'ordre à travers le pays, démontrant que même face à la torture et à une mort certaine, l'engagement d'un agent à protéger les autres et à maintenir la loi pouvait continuer à servir la justice longtemps après leur sacrifice ultime. La course mémoriale Amélie Dubois annuelle, organisée par les départements de police à travers la région Rhône-Alpes, leva des centaines de milliers d'euros pour les familles des forces de l'ordre et maintint sa mémoire vivante dans les communautés qu'elle avait servies avec tant de dévouement. La recherche des restes d'Amélie continua pendant des années, après la condamnation de ses tueurs, avec sa famille, d'anciens collègues et des équipes de recherche bénévoles menant des expéditions périodiques dans les zones industrielles de la région lyonnaise, dans l'espoir de finalement la ramener à la maison pour un enterrement approprié. Le terrain où le groupe militant avait opéré couvrait des centaines de kilomètres carrés de certaines des zones industrielles
les plus accidentés et inaccessibles de la région, avec d'innombrables entrepôts, ravins et endroits cachés où un corps pourrait être dissimulé indéfiniment. Malgré l'utilisation de radars à pénétration de sol, de chiens détecteurs de cadavres et d'équipes de recherche bénévoles qui incluaient des ingénieurs expérimentés et des experts en zones urbaines, les restes d'Amélie ne furent jamais localisés, forçant sa famille à tenir un service commémoratif sans la clôture d'un enterrement traditionnel. L'enquête sur les activités du groupe militant continua à livrer de nouvelles informations sur leur réseau criminel, avec les agences de maintien de l'ordre à travers la France, découvrant des preuves de leur implication dans des dizaines de crimes non résolus, remontant au début des années 1990. Les opérations sophistiquées du groupe avaient inclus des installations de fabrication de drogue, des caches d'armes et des réseaux de communication qui leur avaient permis de coordonner des activités criminelles à travers plusieurs régions, tout en restant complètement cachés de la détection des forces de l'ordre. Le démantèlement de l'organisation de Mercier mena à la résolution de nombreux cas non résolus et fournit une clôture aux familles qui cherchaient des êtres chers disparus depuis des années, démontrant l'impact de grande portée du sacrifice d'Amélie et l'importance des renseignements qu'elle avait rassemblés pendant sa captivité. L'affaire souligna aussi les défis auxquels font face les agences de maintien de l'ordre pour surveiller et enquêter sur les activités criminelles dans des zones urbaines reculées, menant à une coopération accrue entre les agences fédérales, d'État et locales dans le partage de renseignements et de ressources pour les opérations en terrain difficile. L'héritage d'Amélie continua à influencer les pratiques des forces de l'ordre longtemps après sa mort, avec son nom devenant synonyme de courage, de dévouement et du sacrifice ultime que les agents de police font pour protéger leur communauté de ceux qui leur feraient du mal. Dans les années suivant la résolution du cas d'Amélie Dubois, son histoire devint un puissant symbole de courage et de sacrifice des forces de l'ordre, inspirant de nouvelles générations d'agents de police et servant de rappel des dangers auxquels font face ceux qui choisissent de servir et protéger leur communauté. La Fondation Amélie Dubois, établie par sa famille et ses collègues agents, s'étendit au-delà de sa mission originale de soutenir les familles des forces de l'ordre pour devenir un avocat principal pour la sécurité des agents, la prévention du crime urbain et les familles des personnes disparues. La Fondation travailla avec des entreprises technologiques pour développer des systèmes de communication améliorés pour les agents travaillant dans des zones reculées, finança la recherche sur les organisations criminelles qui ciblent les forces de l'ordre et fournit des bourses d'études pour les enfants d'agents tombés qui voulaient poursuivre des carrières dans le maintien de l'ordre ou la sécurité publique. Aujourd'hui, plus de 3 décennies après la disparition de l'agent Amélie Dubois, lors de cette soirée brumeuse de novembre 1991, son héritage continue de protéger et d'inspirer les agents des forces de l'ordre à travers la France, grâce aux programmes de formation, protocoles de sécurité et institutions commémoratives établies en son honneur. Le Centre de formation mémorial. Amélie Dubois a formé des milliers d'agents en sécurité urbaine, techniques de survie et méthodes de contre-surveillance, aidant à prévenir des tragédies similaires et assurant que le sacrifice d'Amélie continue de sauver des vies longtemps après sa mort. Les systèmes de communication avancés et protocoles de sécurité développés en réponse à son affaire ont été adoptés par les agences de maintien de l'ordre à travers le pays, réduisant la vulnérabilité des agents travaillant dans des zones reculées et améliorant les chances d'opérations de sauvetage réussies quand les agents sont en détresse. La conférence mémoriale. Amélie Dubois annuelle rassemble des professionnels des forces de l'ordre, des experts urbains et des avocats pour les victimes pour partager des connaissances, développer de nouvelles stratégies de sécurité et honorer la mémoire des agents qui ont fait le sacrifice ultime au service de leur communauté. Le journal d'Amélie, qui avait fourni des preuves cruciales pour résoudre sa propre affaire, reste un rappel puissant de l'importance de la documentation minutieuse et du potentiel pour les victimes de contribuer à leur propre justice, même dans les circonstances les plus désespérées. Son histoire continue d'être racontée dans les académies de police, les collèges communautaires et les lycées, inspirant les jeunes gens à considérer des carrières dans le maintien de l'ordre et la sécurité publique, tout en leur enseignant le courage et le dévouement requis pour protéger les autres.
Le groupe militant qui avait terrorisé la région lyonnaise pendant plus d'une décennie fut complètement démantelé comme résultat du courage et du sacrifice d'Amélie, avec leur réseau criminel exposé et leur capacité à faire du mal aux autres définitivement détruite. Les zones industrielles reculées, où elle avait été retenue captive, servent maintenant de mémorial protégé, avec des mesures de sécurité améliorées, et des patrouilles régulières assurant que ces espaces urbains peuvent être utilisés par les entreprises et les travailleurs sans crainte d'activités criminelles. Le nom d'Amélie Dubois est gravé sur les mémoriaux des forces de l'ordre à travers la France, assurant que son service et son sacrifice ne seront jamais oubliés par les communautés qu'elle est morte en protégeant. Son histoire sert de rappel puissant que même face à une cruauté inimaginable et à une mort certaine, le courage et le dévouement d'un seul agent peuvent eux continuer à protéger et servir longtemps après leur sacrifice ultime, inspirant les autres à poursuivre le travail vital de maintenir la sécurité de nos communautés contre ceux qui leur feraient du mal.